Donc, aujourd'hui, je ne vais pas m'intéresser directement à des traités ou des méthodes. Je l'ai fait par ailleurs concernant notamment les doigtés. Je vais plutôt m'intéresser à des éléments de surface concernant une partition et la manière dont elle peut être reprise par différents éditeurs. Voilà. Et ce que j'interrogerai, c'est surtout les présupposés psychologiques des éditeurs, hein, et j'essaierai de les mettre à l'épreuve par rapport à des études du domaine de la psychologie de la musique. Euh, qui touche à la fois les questions de déchiffrage, de mémorisation, d'interprétation, mais plus largement la question de comment travaille l'instrumentiste face à une œuvre. Donc je pars du postulat que les modifications que les éditeurs peuvent apporter à une partition sont en partie intentionnelles. En tout cas, elles ne sont pas neutres. Elles renvoient à des choix, à un positionnement éthique, à des choix axiologiques, c'est-à-dire un rapport à l'œuvre, à son altération. Et puis, elles renvoient aussi à des conceptions psychologiques et didactiques. Donc là, je vais me focaliser sur une partition, sur des conceptions des éditeurs concernant l'apprentissage du piano. Donc là, j'ai un corpus, je vais m'appuyer sur un corpus qui est constitué de 43 éditions différentes d'un même morceau, la petite musette en ré majeur, qui est extrait du petit livre d'Anna Magdalena Bach. C'est un corpus qui provient principalement de la BNF. Il intègre à la fois des éditions critiques, mais aussi des recueils d'anthologie, des méthodes pour débutants. Hein. On se situe en effet en termes de période de 1890 à aujourd'hui. Donc voici cette musette. Donc là, c'est de la main d'Anna Magdalena qui l'a retranscrit. Donc on est en clé de première. Hein. Et voici quelques éditions différentes hein, de ce manuscrit. Si on veut, donc à partir d'une édition critique, hein, de la Bargesellschaft de 1893, jusqu'à des versions plus contemporaines, on voit bien qu'il y a pas mal d'altérations, hein, des variations qui sont portées à ce début. Notamment, on ajoute des signes, des ponctuations, des phrasés. Et puis parfois, vous voyez, dans l'exemple 5, on va jusqu'à simplifier, par exemple, la basse, il n'y a plus d'octave brisée, on n'est plus que sur une seule note. Et puis surtout, là, on est sur une transposition en Do majeur, au lieu d'être en Ré majeur. Alors, on peut imaginer que l'éditeur fait ça dans le sens où il y a un coût cognitif moindre pour l'élève, parce qu'il a plus à penser qu'il y a les deux dièses qu'il faut jouer. Et en même temps, c'est au détriment d'aspect moteur, parce que c'est sûr que c'est un peu plus difficile de jouer en Do majeur qu'avec une gamme qui comporte des altérations d'un point de vue moteur. Et puis en bas, en exemple 6, vous avez un autre système de notation plus original. Je vous propose qu'on se focalise sur deux aspects. Le premier, c'est observer comment les éditeurs mettent en valeur, rendre saillant les aspects structurels formels de l'œuvre d'un point de vue graphique, visio-spatial. Et puis, le deuxième aspect, c'est on va se centrer sur les systèmes de notation originaux. Et j'emprunterai aussi une méthode que j'ai découverte, là, qui a été nouvellement numérisée, hein, qui est issue de la Bibliothèque Saint-Geneviève, qui est la méthode de Saxton. Donc, dans un premier temps, cette mise en valeur graphique, donc on est sur un morceau qui est structuré de manière assez régulière. Et les éditeurs peuvent mettre en valeur ces aspects formels hein, au niveau de la forme dans sa globalité. Parfois, ils font correspondre la forme A sur la partie A sur une première page, la partie B sur une deuxième page. Enfin, il y a différentes manières de faire. Et puis, ils peuvent également faire coïncider, dans le cadre d'un système, une phrase musicale. Hein, ça peut être un choix possible. Ils peuvent ajouter des nuances qui vont renforcer cette mise en structuration. Et puis en même temps, ils peuvent aussi ajouter des balisages externes, des signes de respiration, des liaisons de phrases, et parfois même les hiérarchiser. Alors voilà, c'est réapparu. Donc voici deux exemples, simplement, hein, deux éditions différentes. On voit bien que dans l'édition du haut, il y a ce souci donc donc là, on fait entrer la phrase dans un système, et puis en plus, alors vous voyez que l'éditeur il a fait le choix de ne pas faire un retrait hein, sur le premier système, hein, ce qui permet d'avoir une présentation assez paradigmatique de ces deux phrases. Hein, les barres de mesure elles sont vraiment les unes sous les autres, contrairement à au deuxième exemple, dans les éditions Schudens,
où là, finalement, on va à la ligne lorsque le logiciel, en quelque sorte, l'impose. Donc voilà, on peut imaginer que pour les éditeurs, cette pratique est susceptible d'apporter de meilleurs repères pour le lecteur musicien et de rendre plus efficient son apprentissage. Alors, lors du dépouillement, j'avais calculé pas mal de choses. Donc là, j'ai simplement souligné dans la figure 4, il y a deux éléments qui sont surlignés en jaune. Donc le nombre de mesures par système, on voit bien que par exemple là, on est sur l'édition Lemoine qui s'adresse spécifiquement aux enfants. On est sur une structure de 4 mesures par système, contrairement aux quelques éditions que j'ai mises en valeur ici, qui ne s'inscrivent pas dans cette logique-là. Deuxième élément que j'ai surligné en jaune, j'avais mesuré les mesures. Voilà, combien. Et donc là, c'est l'écart type. On voit bien qu'il est assez bas par rapport à d'autres éditions. Il y a même des écarts types qui sont de 0, c'est-à-dire il y a des éditeurs qui font même le choix de présenter le rythme de manière proportionnelle par rapport au solfège. C'est-à-dire en solfège, on est sur un coefficient 2, alors que dans le monde de l'édition, on est plutôt sur un coefficient 1,5 au niveau de la représentation graphique sur le plan horizontal. C'est-à-dire si vous avez une blanche suivie de, je sais pas, 8 doubles croches, dans ces éditions-là, ils font le choix de garder le même espacement, alors qu'ordinairement, bien sûr, s'il y a juste une blanche, on réduit considérablement l'écriture. Voilà, ce sont des choix qui sont faits et qui méritent, selon moi, d'être interrogés. Sur la figure 5, j'avais établi une forme de score en fonction de la structure formelle, est-ce qu'elle était plus ou moins rendue explicite pour le lecteur, et on voit bien que là où on a le meilleur score, de 3, ce sont des éditeurs qui s'adressent surtout à des enfants, et surtout à partir des années 1980. Alors, quels sont les fondements psychologiques de cette manière de faire, de présenter cette structure formelle? Je vais prendre quelques études qui me semblent caractéristiques. Elles ne sont pas là forcément pour justifier directement des pratiques éditoriales, mais elles sont là pour nous éclairer. Ça permet de discuter un petit peu des pratiques des éditeurs. Alors, concernant l'interprétation pianistique, j'ai choisi le thème des études autour des variations de tempo. Alors là, il y a une littérature qui est abondante. Il y a une recension dernièrement, je crois qu'il y a 1 millier d'études autour de ces questions de rapport entre les variations de tempo, les variations micro-rythmiques, ce qu'on appelle la logique, le rubato, et en lien avec les éléments liés à la structure de l'œuvre structurelle. Là, j'ai choisi une étude, celle de Pinel et Drake, donc il demande à des interprètes de jouer, ordinairement, sans consigne, à une partition, puis ensuite il leur demande de jouer le plus mécaniquement possible. Dans d'autres expériences, où il y a même un métronome, qu'est-ce qui se passe finalement? Il y a toujours les mêmes variations, on constate, et au même moment, c'est-à-dire elles ne sont pas gratuites, elles correspondent à des éléments où on va mettre en valeur, on va souligner la structure musicale du morceau. Donc là, j'avais choisi cette étude parce que aussi elle intégrait des hypothèses sur les contraintes fonctionnelles du système perceptif, c'est-à-dire il y a des études qui ont montré que les notes longues en fin de groupe, elles sont mieux détectées que des notes en milieu de groupe. Donc ça, c'est un phénomène perceptif qui est directement lié à l'interprète ou à l'auditeur, mais qui était intégré dans cette modélisation. Alors bien sûr, les pianistes débutants, ils ne sont pas insensibles à ces structures. Du point de vue en tout cas de la perception auditive, ce n'est pas leur sensibilité à ces structures qui va augmenter, c'est plutôt leur aptitude à les prendre en compte, surtout que leur attention est portée notamment en début d'apprentissage, avant tout sur les contraintes motrices de l'instrument. Deuxième type d'études, donc il y a eu pas mal d'études autour de la manière dont les pianistes travaillent leur instrument, et puis sur la question de la mémorisation des œuvres. Donc là, 2 études expérimentales que j'ai retenues. La première étude, Ruben Robson, qui propose, en fait, qui demande au sujet, donc à des pianistes, avant de travailler à des jeunes pianistes, de procéder à une analyse formelle de l'œuvre, donc sur table, et ensuite ils jouent. Et puis, donc ça, c'est le groupe expérimental, puis il y a un groupe contrôle, et il montre que finalement, si on analyse préalablement une œuvre, en gros, ça permet d'apprendre plus rapidement et de garder en mémoire plus longtemps. Alors,
bien sûr, il y a plusieurs types d'analyses possibles. Et puis, il y a des analyses plus particulières en tant qu'instrumentiste et en tant que pianiste. Il y a une étude de Nellons en 1974 qui décrivait une stratégie qu'il appelait blocking. Alors, l'idée, c'était d'identifier des groupes de notes qui correspondent en fait à une empreinte. Sur la petite musette de Bach, là, en fait, on est sur une empreinte, au début, on est sur une empreinte de Ré majeur, et on rejoint une autre position en Ré majeur, mais sur le médium du piano. Donc ici, on est plutôt sur une stratégie motrice que musicale, mais on voit bien que les deux, dans cet exemple-là, coïncident. C'est-à-dire, on est sur deux mesures qui correspondent à une section liée à une empreinte et deux autres liées à une autre section. En disant ça, je suggérais que les unités pertinentes de planification ne sont pas toujours celles suggérées par la musique. Autre étude, celle d'O'Brien. Alors on sait qu'on a étudié comment les experts travaillent quand ils sont seuls chez eux notamment. Alors on sait que les experts travaillent minutieusement, par section, etc. Et puis les débutants, ils ont cette fâcheuse habitude d'aller du début à la fin du morceau quand ils travaillent. On connaît tout ça en tant que professeur. O'Brien, il a voulu tester ces deux manières de travailler. Donc, il a demandé à un groupe de travailler par petites sections et puis à un autre de manière plus globale. Et il montre qu'il peut y avoir un gain, alors, dans ce contexte précis de cadre expérimental, qui peut aller jusqu'à 65% dans la rapidité d'apprentissage d'un ensemble de 32 mesures. On peut supposer, du coup, que ce type de représentation des éditeurs, on fait coïncider phrases et systèmes, peut avoir l'avantage peut-être d'inviter l'élève à travailler davantage par section que de manière globale. C'est une hypothèse qu'on peut faire. Autre étude, cette fois-ci longitudinale, toujours sur la manière dont les pianistes travaillent. Donc Chaffin, il en a fait. Voilà, c'est une étude qui est extrêmement connue. C'est sur le presto du concerto italien de Bach. Il va observer Imre pendant 10 mois, 52 séances qu'il va enregistrer. Il va y avoir une mise en verbalisation de l'activité pendant et après. Il va y avoir des annotations sur la partition. Et dans le cadre de cette étude-là, ils vont montrer que la structure formelle sort également fortement d'outils pour organiser la représentation mentale de la pianiste, c'est-à-dire que la pièce, la manière dont elle va travailler hiérarchiquement, par mouvement, par section, et en même temps, dans ces sections et sous-sections, il y a des indices de récupération plus spécifiques, ce qu'il appelle des indices de performance, qui vont être intégrés dans le cadre du jeu de mémoire. Donc il parle ici de mémoire conceptuelle par rapport à une mémoire qui serait plus motrice, visuelle ou auditive à partir de certains postulats. Dernier groupe d'études, là c'est une étude de Véronique Drézerbib à l'Institut de sa thèse. Elle a étudié par rapport à deux types de publics, experts, non experts. Donc elle va étudier le mouvement oculaire lors du déchiffrage d'une partition en fonction que la partition elle est phrasée ou non phrasée. Donc là, cette étude, les auteurs vont montrer que l'absence de phrasé occasionne plus de retours en arrière, de fixation régressive et de contrôle tardif sur la partition, c'est-à-dire que la liaison, le grand phrasé facilite la construction d'une structure syntaxique de la phrase musicale. Et ils vont montrer également que la présence ou l'absence de phrasé ne provoque pas de différence dans les fixations oculaires chez les experts, car, donc c'est une hypothèse qui formule, ils sont capables de reconstruire l'information manquante en mobilisant rapidement une représentation implicite de l'œuvre en mémoire, ce qu'ils vont appeler la structure de récupération et qui va être liée au concept de mémoire de travail à long terme. A l'inverse, les musiciens non experts sont davantage liés aux indices visuels de la partition. Ils fixent et refixent plus la partition lorsque celle-ci ne contient pas de phrasé, ce qui pourrait aussi s'expliquer si l'on considère que le non-expert est apte à produire des inférences sur la structure de la phrase musicale. Voilà, donc tous ces éléments que je viens de vous présenter tendrait finalement à légitimer la pluralité des marqueurs structurels que les éditeurs apportent lorsque, en tout cas, la partition est à destination d'un jeune public. Deuxième thématique, systèmes originaux. Donc ici, c'était une des éditions, donc c'est toujours la musette. Donc vous voyez, là, elle nous dit, bon, en gros, on avait une clé de sol, une clé de fa, c'est un peu compliqué, on va servir
que d'une clé. Donc il invente un système dans lequel vous avez trois portées et au même endroit on retrouve ces mêmes notes. Donc là dans l'exemple Ré. Nous avons Saxton en 1986 qui propose un peu la même chose, à part qu'il n'y a pas 3 portées dans son système, il n'y en a que 2. Mais il nous dit finalement que la première note du dessus, alors il faut voir la clé de sol. Alors, bon, dans ce cadre-là, c'est la clé de sol, ça pourrait être une clé, mais c'est une clé de sol. C'est la note Mi, et la première du dessous serait également la note Mi au lieu de la note sol, mais en fait, il ne va jamais l'appliquer. Alors, j'ai fait une petite parenthèse. Alors, vous voyez que sa méthode, elle s'appelle la musique sans larmes. Alors, il commence son ouvrage en disant, bon, bah, les jeunes élèves, ils sortent du cours de piano en pleurant. Donc, je vais construire, développer une méthode attrayante, qui va être stimulante, joyeuse, etc. Bon, la même idée a été reprise, vous voyez, en 1913. Donc là, c'est pareil, c'est un ouvrage qui a été numérisé, là. Hortense ou le piano. Donc là, c'est un ouvrage de 1913. Et puis là, j'ai remis encore une œuvre, un ouvrage plus contemporain, j'ai glané sur le net, qui est une méthode de solfège, où on récupère cette même idée d'atrocité des cours et on va essayer d'en faire quelque chose d'attrayant. Donc, si j'ai retenu la méthode de Saxton, c'est pas pour ça, c'est parce qu'il va proposer une méthode assez originale. Il va intégrer des couleurs. Donc là, il y a un brevet, hein, dans cette méthode, et chaque note va être liée à une couleur. Hein, donc, il va justifier le choix de ces couleurs, etc. Donc, aussi, on est sur un système et relié au clavier qui, lui, comporte des paillettes de couleurs. Hein, c'est-à-dire, en gros, on voit la couleur jaune, on va jouer la couleur jaune sur le clavier, hein, tout simplement. Alors, c'est quelque chose qui a été vraiment repris. J'ai regardé un petit peu sur les méthodes qui existaient aujourd'hui. Et là, c'est que quelques méthodes, un échantillon. Mais vous voyez, hein, même dans le piano arc-en-ciel, là en bas à gauche, on ajoute en plus des paillettes sur le clavier, sur les touches du clavier, sur les doigts. Hein, ce qui est encore un étage supplémentaire par rapport à la propulsion de Saxton. Et j'ai même vu qu'on vend des gommettes en ligne. Avec en plus la portée traditionnelle. Alors si j'ai mis la photo de gauche, parce qu'elle est un peu ubuesque, hein, vous voyez que les auteurs qui font le marketing, là, ils connaissent bien l'alphabet, mais ils ne savent pas vraiment situer les choses. Ce qui fait qu'on pourrait jouer d'autres notes sans s'en apercevoir, hein, car le contrôle auditif, ici, il n'intervient pas. Hein, comme le montre le schéma suivant. Donc moi j'avais étudié les procédures de lecture qui étaient impliquées dans les tâches de déchiffrage chez les jeunes pianistes débutants. Donc là c'est une formalisation dans la figure 10 là, qui est simple, hein, c'est-à-dire vous avez une entrée qui est le signe graphique de la note ou le doigté lorsqu'il est marqué, puis vous avez la sortie qui est le clavier. Entre deux, il se passe pas mal de choses que j'ai tenté d'analyser. Et on voit bien que dans le cadre de la méthode de Saxton, c'est-à-dire on est sur un principe de on a une entrée, c'est la couleur, et la sortie, c'est la couleur. C'est-à-dire ça n'implique aucun processus perceptif au niveau et il n'y a aucun processus psychologique en termes de stratégie de lecture, de stratégie de regroupement, qui est inévitable dans le processus de déchiffrage. Donc ici, on est sur un modèle associatif, presque skinnérien, hein, de l'apprentissage, un petit peu à la manière, hein, donc là j'avais mis le principe, des enfants débutants qui, lorsqu'ils déchiffrent une partition, alors ça s'adresse à ceux qui sont restés très longtemps sur une même position, hein, c'est-à-dire ils ont joué pendant très longtemps le pouce, le second doigt, etc., sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol, et c'est des élèves finalement, même lorsque le doigté n'est pas écrit, le signe graphique de la note correspond à un doigté qui correspond à un endroit sur le clavier. Alors je dis même un endroit sur le clavier, parce que souvent ils sont incapables de dire quelle note c'est, etc. Et quand je parle de signe graphique, c'est en dehors de toute dénomination possible de la note. Bon, voilà, c'est pour vous dire voilà, qu'à la place finalement d'une entrée doigt et puis on joue mécaniquement la chose comme dans la figure, on est sur une association dans la méthode de Saxton en termes de couleurs, qui va être soutenu par des exercices où il va appeler des couleurs et l'élève sera appelé à jouer les bonnes couleurs sur le clavier, comme dans les anciennes méthodes. Chez Marguerite Long, on trouve ça, où il y en a des dictées de chiffres, ou chez Martonneau et Martonneau, dans les années 67, où on a cette association, alors pour travailler bien sûr la mécanique, etc. Alors, il y a eu une étude expérimentale qui a été faite explicitement sur la question de la notation colorée et sur ses effets. Bon, à mon avis, Rogers
connaissaient pas forcément la méthode de Saxton, puisqu'elle vient d'être numérisée. Et bon, il y a eu plusieurs essais entre. Il y en a eu, entre parenthèses, par exemple, la méthode Color Strings, qui est pour les cordes, on ne joue pas sur la même chose. C'est-à-dire que les couleurs sont attachées aux cordes et pas aux notes. C'est-à-dire, on est ici, dans Color String, on est sur le principe de. Ça s'inspire de Codile et on est sur le principe d'une solmisation relative. Donc, ça n'a plus rien à voir avec cette chose-là. Donc, dans cette expérience, donc en fait, on a un groupe expérimental pendant 12 semaines. On a des étudiants qui vont travailler avec la notation colorée, et puis un groupe contrôle sans notation, avec une notation traditionnelle, sans couleur. Et finalement, au bout du compte, donc les tâches, c'est mémoriser une mélodie de 26 notes, déchiffrer une mélodie de 12 notes et lire 7 notes. C'est tout. Résultat, il n'y a aucun effet de la méthode avec la couleur, alors que Rogers, c'était sa méthode qui défendait, si vous voulez. Donc, souvent, dans un cadre expérimental, on fait en sorte que les résultats aillent plutôt dans son sens. Mais donc, du coup, là, il prouve tout le contraire. C'est-à-dire que les élèves du groupe expérimental sont 2 fois plus faibles sur la tâche de déchiffrage à partir d'une partition non colorée, et les 2 groupes sont quasiment au même niveau de score concernant la partition colorée. Alors ceux qui ont pratiqué la notion colorée, ils préfèrent la notation colorée. Ceux qui n'ont pas pratiqué la notion colorée, ils aiment un peu la notation colorée. C'est-à-dire, en gros, les élèves, ils aiment la couleur, les enfants. Voilà ce qu'ils nous montrent. Si on revient à la phrase de Saxton en haut qui défend sa méthode, qui doit rendre l'enseignement beaucoup plus facile et attrayant pour les enfants. Facile, c'est pas tout à fait vrai, c'est même pas vrai du tout. Attrayant, oui, les enfants aiment bien la couleur. Bon, je vais conclure. Donc j'ai essayé dans le cadre de cette communication donc de montrer un petit peu les variations que pouvaient subir une partition au contact des éditeurs, et en essayant de les analyser en termes d'intention didactique. Enfin, pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça et comment c'était fondé. Donc, ces études en psychologie auxquelles j'ai fait appel, elles peuvent bien sûr nous renseigner, parfois de manière assez décisive, sur les pratiques éditoriales, sur leur pertinence, sur leur validité. Elles nous permettent surtout de mieux comprendre les processus psychologiques qui sont à l'œuvre lors du déchiffrage d'une partition, lors de sa mémorisation, encore lors de son interprétation. Elles sont donc susceptibles de donner une orientation à l'analyse des pratiques éditoriales. Néanmoins, il s'agit d'études expérimentales, souvent on les fait en laboratoire, en milieu aseptisé, c'est-à-dire on est sur un matériau qui reste limité, et le tout, en plus, est supporté par des modélisations cognitives qui ne partagent pas forcément les mêmes postulats dans les études que je vous ai présentées. Ensuite, rien n'indique que rendre visible graphiquement, par exemple, certains éléments musicaux permettent au sujet d'intégrer ces éléments dans sa production, lorsqu'on sait l'importance que jouent les contraintes motrices chez les débutants. Enfin, la psychologie n'est que la science du sujet. C'est-à-dire elle peut rendre compte du fonctionnement du sujet dans un contexte d'éducation. Si l'on souhaite s'intéresser aux pratiques ordinaires, cela implique de prendre en charge ce qu'on appelle le système didactique, car à l'exception de cas d'extrême autodidaxie, l'élève apprend au sein de situations didactiques, c'est-à-dire avec un professeur, dans des situations qui peuvent être très diversifiées. Si par exemple les éditeurs font des efforts pour montrer certains aspects structurels de l'œuvre, donc on a remarqué leur pertinence, on peut s'interroger sur la pertinence de tout montrer ou de trop montrer. En effet, quelle place est laissée à l'enseignant et surtout, quelle place est laissée au sujet afin qu'il construise par lui-même ses propres stratégies de déchiffrage, de mémorisation, d'interprétation, qui, comme le montrent les études en psychologie et en musicologie, sont plurielles au-delà de certains invariants qui ont pu être décrits. Voilà, pour finir, donc si je reprends simplement le titre de cette session, que transmettent les méthodes instrumentales? Et en fait, ces méthodes, elles nous transmettent une conception de l'apprentissage, elles nous transmettent une conception des mécanismes cognitifs supposés impliqués dans le déchiffrage, dans la mémorisation des œuvres et dans leur interprétation. Voilà. Merci beaucoup, Adrien.
Je pense que nous avons le temps pour quelques questions, soit pour Anna Skivatsapa ou pour Adrien Bourg. On a le temps? Oui, oui, c'est ça. 2-3 questions. Je suis sûr qu'il y en a. Vous êtes tous fatigués, c'est ça? Non, pas de questions? Moi, Une question oui. pour Anna, que je voudrais féliciter. Ouais. Et je parle à mon ancienne étudiante et je la remercie d'avoir si bien documenté toutes les sources visuelles qui accompagnaient votre démonstration. Ma question c'est quelle analyse, ou alors plutôt quels arguments vous ont suggéré d'associer tel ou tel portrait de musicien à tel ou tel moment de vos méthodes? Est-ce que vous trouvez que ces sources visuelles apportent quelque chose à votre démonstration, en un mot? Est-ce qu'il y a des cas extrêmement, pour vous, où vous dites « Ah, c'est formidable, ça soutient complètement ce que je veux démontrer » ou pas? Donc, par exemple, dans le cas... Oui, peut-être. Oui. Bah, en fait, par exemple, dans le cas du... voilà. Non, ça ne marche pas. Du portrait de Jean-Jacques Boissieu. Donc là, je crois que ça illustre plutôt bien donc, le type de posture, par exemple, que la méthode décrit. Donc, c'est-à-dire avec le corps de la mandoline posé sur le genou. Donc là, effectivement, je l'ai choisi exprès intentionnellement pour montrer ce type de position, parce que donc je pense que ce qu'il nous dit, donc c'est que à l'égard des hommes, donc la mandoline est tenue un peu plus haute, parce que bien sûr, dans le cas des femmes, il y a donc la poitrine donc qui empêche un petit peu de maintenir le même type de position. Et donc, c'est pour ça que certaines méthodes, je crois, suggèrent aussi une position assise qui est aussi plus jolie à voir, peut-être, pour une femme. Et plus pratique. Et plus pratique, exactement. Parce que de cette façon, on a aussi le soutien du genou. Et donc, par exemple, dans des passages particulièrement rapides, ça peut aider aussi. D'accord. Et il y a d'autres tableaux que vous avez présentés qui soutiennent d'autres aspects de votre démonstration? Donc, le portrait de Madame de Pompadour, donc je l'ai choisi parce que c'était quand même un personnage très important de la haute société, et le fait qu'elle s'efface, donc faire un portrait avec la mandoline à ses pieds, je pense que c'est quand même un signe du fait que la mandoline en tant qu'objet exotique et voilà. Sa faveur, en tout cas sociale. Oui, oui. Mais par rapport aux méthodes qui étaient le cœur de votre démonstration, donc il y a parfois des documents qui soutiennent bien ce que vous voulez faire sentir. Oui, donc, à part les documents didactiques, sinon, dans la présentation... Cette planche, par exemple, là, avec ce beau monsieur, vous en diriez quoi? Oui, donc là, j'avais choisi cette image pour montrer justement les rubans. Donc, on le voit pas vraiment, pas beaucoup. Mais donc, il y a un ruban attaché à la tête de l'instrument. Et donc, c'est ce qui est décrit, donc un petit ruban que les dames attachent avec une épingle et que les hommes passent un bouton de l'habit à leur veste. Donc, ce qui ne fait pas.
Bah, on sait pas trop, en fait. On voit pas trop. Oui. Mhm. Donc, c'est un bouton qui est positionné entre au bout du manche, en fait, de l'instrument. Où il y a l'insertion avec la caisse. Ça sur l'épaule alors? Et ça. Non, un bouton sur l'instrument. Un bouton sur l'instrument, oui. Sur OK. Oui. Et en haut. Mhm. Merci Anna. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des questions pour Adrien? Sinon, moi j'ai une petite question concernant précisément la petite musette de Bach qui paraît dans tous les livres les premiers pas au piano. Mais on a exactement la même chose dans les livres du XVIIIe, et j'imagine dans les traités de mandoline, on pourrait faire une étude similaire sur, par exemple, « À vous dirai-je maman », qui était dans l'un de vos exemplaires et qui était en la majeur sur une autre image qui a été utilisée comme fond pour ce colloque. Donc, est-ce qu'il y a des différences de texte dans les mêmes pièces qui apparaissent dans des versions différentes pour mandoline, comparables à ce qu'on a vu pour la musette de Bach? Est-ce qu'on trouve des présentations différentes dans les partitions du XVIIIe qui veulent insister sur un certain aspect du jeu? Parce que les textes ne sont pas toujours pareils. On a vu même dans la version en sol majeur et l'autre version qui était en la majeur que ce n'est pas tout à fait pareil, si mes souvenirs sont bons. On l'a vu juste de passant. Ce n'était pas dans votre présentation, c'était sur l'écran, le fond d'écran. Mais je pense que c'était pour mandoline, non? Ou peut-être pas. Mais... En tout cas, le détail n'est pas important. Mais est-ce que les mêmes pièces reviennent dans les traités? Donc les mêmes pièces vocales? Les mêmes pièces jouées pour la mandoline, mais présentées différemment. Ah oui, oui, oui. Donc Oui. il y a effectivement des variations sur ces airs, des variations pour deux mandolines, par exemple. Donc on peut très bien associer, donc dans cette même méthode, on associe la version donc, de la voix accompagnée avec la version avec des variations pour deux mandolines du même air. Et est-ce qu'on a la même approche que nous avons pu voir avec le texte de Adrien, que la mise en page présente quelque chose d'un point de vue pédagogique? Je me suis centré sur la mise en page, mais ça peut être des doigtés, ça Oui, peut être c'est des ça. marqueurs expressifs, des ornements. Ou le manque. Voilà, Est-ce qu'il y a des pièces qui sont communes aux 5 méthodes? Bon, un travail à Oui, faire. oui, Voilà. un travail. Ça m'a paru un lien entre les deux. Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, merci beaucoup.